Donc bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire d'analyse technique de niveau 1, donc destiné aux débutants. Le but aujourd'hui sera de vous donner une première approche de cette discipline qui est très vaste, mais dont la connaissance des bases est en tout cas indispensable lorsqu'on souhaite investir sur les marchés boursiers. On essaiera donc de voir un petit peu ce que renferme cette discipline aujourd'hui tout simplement, à travers les notions de tendance, de support, de résistance, de volume, d'études sur les volumes. On mettra l'accent sur les principales figures graphiques et on passera également en vue quelques indicateurs techniques les plus courants, les plus communs. Enfin, on abordera également les chandeliers japonais qui est une composante assez importante de cette discipline. Alors évidemment, cette formation, vous l'aurez compris, ne prétend aucunement être exhaustive, ce serait impossible, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous permettra d'acquérir les notions de base nécessaires à la bonne compréhension de nos webinaires de niveau supérieur. Voilà, donc on peut tout de suite commencer par donner tout simplement une définition de l'analyse technique, qui peut être définie comme étant l'étude de l'évolution d'un marché, principalement sur la base de graphiques, dans le but de prévoir les futures tendances. Donc je vais m'arrêter un petit peu sur cette définition et on va essayer de comprendre ensemble ce qu'elle renferme. Alors tout d'abord, je m'arrêterai sur la notion de sous-jacent. C'est un point important car effectivement l'analyse technique s'applique à différents types d'actifs, que ce soit les actions, les taux d'intérêt, les devises, les matières premières. Elle s'applique en réalité à n'importe quel type de marché à partir du moment où il existe la confrontation d'une offre et d'une demande. Et c'est vrai que cette universalité, en quelque sorte, est une de ses grandes forces et la rend très attractive lorsqu'on investit sur les marchés boursiers. Deuxième élément important contenu dans cette définition, c'est la vision prospective. Alors le but avoué de l'analyse technique de cette discipline est de prévoir les futures tendances, de prévoir les futures évolutions de cours. Alors bien évidemment, étant donné l'objectif de base qui est très ambitieux, vous l'accorderez, il n'est pas question d'en retracer une évolution future parfaite à 100%, mais d'en faire une estimation la plus proche et la plus précise possible, et basée sur des concepts tangibles et précis, et non pas sur une quelconque voyance ou cartomancie comme on peut l'entendre de temps en temps. Voilà, donc je vais simplement continuer sur cette définition car elle renferme en réalité trois concepts, trois éléments chers aux analyses techniques. Le premier, c'est que le marché prend tout en compte, à savoir que tout ce qui peut influencer la valeur d'un bien est à tout moment reflété par le prix de ce bien sur le marché, Et c'est un élément très important puisque l'analyse technique cherchera donc à étudier la manière dont évolue un actif, mais non pas les raisons de son évolution. On a l'habitude de dire que l'analyste ne se pose pas la question du pourquoi, mais plutôt du quand et du combien. À savoir, il ne cherche pas à savoir pourquoi les cours montent, les prix montent ou les prix baissent, mais plutôt à savoir quand est-ce qu'il va falloir acheter, quand est-ce qu'il va falloir vendre, et de combien va être le mouvement, à savoir quelle va être l'ampleur du mouvement à attendre, l'ampleur de la hausse ou l'ampleur de la baisse. Donc c'est vraiment un concept assez particulier. Les deux autres éléments inclus en quelque sorte dans cette définition et sur lesquels il est vraiment bon de s'attarder, c'est la psychologie de marché, qui est vraiment un élément très important de cette discipline. La psychologie humaine sur les marchés boursiers, c'est vraiment ça qui fait tenir cette discipline. En réalité, toutes les configurations graphiques ou techniques que nous aborderons par la suite dans cette présentation ne sont que la traduction en fait d'une psychologie de marché haussière ou baissière. C'est parce que ces configurations ont fonctionné par le passé et parce que la psychologie humaine ne change pas, qu'elle est constante au fil du temps, que ces mêmes figures auront tendance à donner les mêmes résultats dans le futur. Donc c'est vraiment très important. Et de là découle d'ailleurs la notion de tendance, d'existence de tendance sur les marchés boursiers. Alors là pour le coup, c'est vraiment la clé de voûte. C'est la clé de voûte de la discipline, la notion de tendance. Sans notion de tendance, sans tendance sur les marchés, eh bien tout simplement la discipline n'existerait pas. Mais
Il suffit de regarder en fait l'évolution des cours d'à peu près n'importe quel sous-jacent, je pense, pour s'en rendre compte qu'il existe des tendances sur les marchés. Et à partir de ce moment-là, tout le travail d'un analyste graphique ou technique consiste à identifier la naissance d'une tendance le plus tôt possible et d'en profiter le plus longtemps possible. Donc ces deux notions, psychologie des marchés et tendance sur les marchés, sont vraiment ce qui fait tenir la discipline. Enfin, dernier élément sur lequel il est bon de s'arrêter, c'est le fait que l'analyse technique est un très bon complément à l'analyse fondamentale. En fait, ces deux disciplines ne s'opposent pas, bien au contraire. L'analyse technique permet d'apporter des éléments que l'analyse fondamentale apporte très difficilement, en termes notamment de gestion du risque, de gestion des positions, de points d'entrée, de points de sortie sur le marché. C'est autant d'éléments et d'informations que l'analyse fondamentale a du mal à fournir, et c'est aussi en ce sens que l'analyse technique est très utile. Gestion de stop, gestion des positions. Alors ces éléments-là, je n'aurai pas le temps de les développer aujourd'hui dans ce webinaire, dans cette présentation, mais ils seront développés justement dans les webinaires de niveau supérieur, auxquels évidemment vous pouvez participer, vous pouvez souscrire. Donc continuons avant d'attaquer le vif du sujet, un petit peu la présentation. Quelques mots sur Charles Dow, qui est un petit peu considéré comme l'un des fondateurs de l'analyse technique en fait. C'est lui qui le premier a formalisé, donc à la fin du 19e siècle, qui a formalisé la notion de tendance justement du marché au travers de toute une série d'articles publiés dans le Wall Street Journal dans les années 1900-1902. Donc il s'est rendu compte tout simplement que les valeurs n'évoluaient pas de manière complètement erratique, et qu'en faisant une moyenne de l'évolution des valeurs, on pouvait former un indice qui reflétait en quelque sorte justement la tendance du marché. À partir de là, il a réussi à dégager 3 types de configurations de marché différentes, donc la configuration haussière, baissière ou configuration neutre dite en trading range. Il a également évoqué la notion de volume en l'incluant dans sa théorie, et voilà, en insistant sur le fait que les volumes doivent confirmer la tendance, que la notion de volume est très importante sur les marchés boursiers. Ainsi par exemple, pour donner simplement un exemple, lorsqu'on est dans un bull market, on considère que les volumes doivent gonfler pendant les périodes de hausse et diminuer pendant les périodes de baisse du marché. Si on a un comportement inverse, c'est que la tendance haussière de fond est clairement menacée. Voilà, donc la notion de tendance, justement, restons-y et approfondissons un petit peu le sujet. L'objectif d'identifier une tendance, c'est tout simplement de se porter acheteur lorsque les cours suivent un trend haussier, et inversement, se porter vendeur lorsque les cours suivent une dynamique baissière. C'est assez intuitif, mais il est bon de le rappeler. Donc qu'est-ce qu'une tendance haussière? Qu'est-ce qu'une tendance baissière? Tout simplement, on parlera de tendance haussière lorsque les prix réalisent une succession de sommets et de creux qui sont de plus en plus hauts. Donc on note ici les notions de creux et de sommets qui sont de plus en plus hauts. A l'inverse, une tendance baissière sera définie comme une succession de creux et de sommets qui sont de plus en plus bas. Et enfin, la notion de trading range intervient lorsque le marché en réalité oscille entre deux bornes. Le marché évolue à l'horizontale, le marché est donc dans ce cas-là sans tendance. Donc de cette notion de tendance, à partir du moment où on a défini cette notion de tendance, on est tous assez naturellement amenés à parler de l'existence de supports et de résistance. Effectivement, à la simple visualisation d'un graphique, on s'aperçoit qu'il existe des niveaux que le marché a du mal à franchir quand il évolue à la hausse, ou qu'il a du mal à enfoncer quand il évolue à la baisse. Et ces niveaux constituent tout simplement des supports et des résistances
plus ou moins fortes selon leur positionnement dans le temps. Par exemple, lorsque on se situe dans un marché haussier, les phases de correction permettent au marché de retoucher un point bas avant de repartir à la hausse. Le marché en quelque sorte reprend son souffle avant de reprendre la tendance sous-jacente haussière. Lorsque les prix reviennent sur un seuil, le marché se souviendra qu'un consensus acheteur s'était formé autour de ce point et agira en fait comme un support au marché. Donc l'intérêt évidemment de mettre en évidence ces niveaux de support et de résistance, c'est tout simplement d'avoir des niveaux d'intervention sur le marché. Lorsque les cours approchent d'un support, par exemple dans ce cas de figure, ça peut être une opportunité d'achat. Et identifier ces supports et ces résistances permet également de placer des niveaux de stop, puisque lorsqu'on investit sur les marchés boursiers, il est très important de garder en tête qu'il est toujours impératif de placer des niveaux de stop au-dessus ou au-dessous desquels on considère que notre vue, la vue qu'on avait au départ en tout cas, est invalidée. Donc les supports et les résistances qui sont ici sur cet exemple, ces niveaux de support et de résistance donc agissent à la fois comme des points d'achat ou de vente sur le marché et à la fois comme des zones sur lesquelles on peut placer des niveaux d'intervention, des niveaux de stop. Alors ces niveaux de support et de résistance n'ont évidemment pas tous la même importance. L'importance d'un niveau de support et de résistance se définit selon différents critères. Le premier, c'est tout simplement le niveau. En fait, on remarque souvent que les niveaux de support ou de résistance se situent sur des niveaux entiers et des multiples, de type 10, 20, 50, 100, 500. On parlera en fait de niveaux psychologiques, de seuil psychologique que le marché a enregistré en fait et qu'il garde en mémoire. Deuxième élément très important, c'est le nombre de rebonds. Bon là c'est assez intuitif, plus la fréquence des rebonds sur un support est élevée et plus il sera considéré comme significatif. Ça signifie en fait qu'à plusieurs reprises les acheteurs ont considéré ce niveau de prix comme un niveau attractif pour se porter acquéreur des titres. Et donc il sera d'autant plus difficile de venir enfoncer ce support. Donc le nombre de rebonds est très important. L'amplitude des rebonds, troisième élément. Plus l'amplitude du rebond est significative au moment du contact sur le support, et plus le niveau de support est à garder en mémoire et sera considéré comme important par les investisseurs. Les raisons en fait sont les mêmes que pour le nombre de rebonds. Les explications, c'est le fait que les pressions haussières ont été très fortes lors du test du support. Si l'amplitude au moment du test est très importante, ça correspond en fait, ça témoigne du fait qu'un consensus important s'est formé autour de ce point, et donc que le marché aura tendance à garder en mémoire ce niveau, que ce soit un niveau de support ou un niveau de résistance. Voilà, et enfin, dernier élément, l'antériorité. L'antériorité, donc là c'est aussi assez intuitif. Donc plus un niveau de support en fait a réussi à limiter la baisse du marché dans le passé, lorsqu'on se passe dans un cas de figure de support, et plus ce niveau sera significatif et ancré dans la mémoire des investisseurs. Je rajouterai également que les volumes sont également une autre façon de mesurer la signification d'un support ou d'une résistance. Ainsi, par exemple, si on se place dans un exemple où les cours sont orientés à la baisse et approchent d'un niveau de support important, par exemple, si cette approche ou ce contact s'effectue dans des volumes significatifs, ça voudra dire que les vendeurs sont en train de clôturer massivement leur position. Dans ce cas-là, soit les acheteurs arrivent à endiguer l'excès de titres vendus, et à ce moment-là, ça provoquera le rebond des prix, du titre, ou de la devise, la matière première, peu importe. Soit ils ne portent plus suffisamment d'intérêt au titre, et à ce moment-là, le support sera cassé. On peut donner simplement un exemple sur l'indice CAC 40. Donc on voit très clairement sur ce graphique, c'est juste pour vous montrer le niveau
pour vous donner un exemple de tout ce que j'expliquais un petit peu précédemment, le niveau des 2500 points sur l'indice CAC 40 réunit beaucoup de conditions de ce qu'on appelle un niveau important. Il y a à la fois un niveau psychologique, un seuil psychologique, niveau des 2500 points, ce que je vous disais, un niveau rond. À la fois, ce niveau a une antériorité très grande, puisqu'on se rend compte qu'il a servi par 2 fois à arrêter 2 très forts mouvements de baisse de marché, à la fois en 2003, suite notamment à l'explosion de la bulle des technologies, et à la fois en 2008-2009, mars 2009, sur les points bas, où également le marché a trouvé un fort niveau de support sur les 2500 points. Donc il y a le niveau psychologique, 2500, l'antériorité et également l'amplitude des rebonds, puisqu'on voit qu'à chaque fois, la réaction était très vive, très importante sur le niveau à l'approche du niveau des 2500 points. Donc très clairement, on peut considérer que les investisseurs gardent ce niveau des 2500 points en mémoire, et que c'est un niveau qui sera effectivement forcément très surveillé dans les mois et les années à venir. Donc maintenant qu'on a vu les concepts de support, résistance, de tendance, on peut aborder le chapitre des figures chartistes, qui constituent les bases profondes de la théorie classique. Donc ces figures chartistes, en général, se forment sur les graphiques des historiques de cours, des différents sous-jacents, actions, indices ou autres. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elles apparaissent sur toutes les unités de temps, que ce soit sur des horizons temporels intraday, journaliers, hebdomadaires ou mensuels, et également qu'elles sont applicables à tous les types d'actifs ou de sous-jacents. Un autre élément fondamental est que ces configurations graphiques doivent apparaître au terme d'une tendance bien définie. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce que la plupart du temps, ce qui peut arriver souvent, notamment lorsqu'on débute, c'est de voir un peu des figures chartistes un petit peu partout. Or, une figure chartiste qui se forme sans tendance préalable, figure qui se formerait par exemple à l'intérieur d'un marché sans tendance, d'un trading range, n'a tout simplement aucune validité, et tout simplement doit être ignorée. Donc bien garder à l'esprit que ces figures chartistes relèvent d'une psychologie de marché, et donc qu'elles doivent impérativement apparaître au terme d'une tendance bien définie, que cette tendance soit haussière ou baissière, mais il faut qu'il y ait une tendance très claire au préalable. Voilà, donc l'intérêt des figures chartistes, c'est tout simplement d'anticiper les potentiels changements de tendance lorsqu'on parle de figures chartistes de retournement. Parce qu'il existe en gros 2 types de figures chartistes, les figures de continuation de tendance et les figures de retournement de tendance. Donc l'intérêt, c'est soit d'anticiper les potentiels changements de tendance pour les figures de retournement, ou d'optimiser son timing d'intervention et son niveau d'entrée, notamment pour les figures de continuation de tendance. Ces figures permettent également de calculer des objectifs très précis sur le marché, et donc de se donner des points de sortie, des points d'entrée et des points de sortie sur le marché. C'est en ce sens qu'elles sont assez prisées par les investisseurs. Donc commençons par les canaux. On a vu précédemment que dans la définition d'une tendance, qui était que pour une tendance haussière, les sommets et les creux doivent être de plus en plus hauts. Tout simplement, on se rend compte que les points bas successifs permettent bien souvent de mettre en lumière la formation de droites de tendance. Donc comme on peut le voir ici, et donc qui sont tout simplement obtenus en reliant l'ensemble de ces points bas. C'est l'un des aspects en fait les plus simples et à la fois les plus prisés de l'analyse graphique. Et si on parvient également à relier les points hauts de manière parallèle, alors on obtient un canal. Le raisonnement est symétrique pour les canaux descendants, bien évidemment. Donc dans le cas d'un canal ascendant, l'opérateur, ce canal est le garant de la tendance haussière,
en cours, et les opérateurs profiteront de la proximité de la borne basse pour se positionner à l'achat, et la proximité de la borne haute pour se positionner à la vente, pour vendre les titres ou le sous-jacent en question. À l'inverse, une sortie de canal signifierait la rupture, la fin de la tendance en cours, en l'occurrence haussière, et pourrait être utilisé par les opérateurs. Les opérateurs pourraient s'en servir pour se positionner à la vente en ayant pour objectif la hauteur du canal. Voilà, donc les scénarios en trading range, eux, les opérateurs profitent du bas du trading range pour se positionner à l'achat et de la borne haute du trading range pour se positionner à la vente. Donc voilà, matérialiser, conceptualiser, identifier ces tendances, ces droites de tendance et ces canaux permet de donner des points d'achat et de points de vente sur les marchés. Lorsqu'on a simplement une droite de tendance haussière, on peut identifier des points d'achat. Lorsqu'on peut avoir la chance de former que les cours forment un canal, on peut également avoir des points de sortie beaucoup plus précis des points de vente. Et en cas de rupture du canal, on peut calculer les objectifs en reportant la hauteur du canal. Voilà pour les canaux. Donc les figures de continuation, on va maintenant aborder proprement parler les figures chartistes de continuation. Je vous disais qu'il y a deux types de figures chartistes, les figures chartistes de continuation de tendance et les figures chartistes de renversement de tendance. Donc abordons les figures chartistes de continuation. Donc elles apparaissent au cœur d'une tendance, je le répète, mais c'est vraiment la base. Il faut qu'il y ait une tendance au préalable pour que la figure ait une validité. Ces figures classiques font en fait beaucoup plus appel à la simple notion de support et de résistance que vraiment de psychologie de marché. Il n'y a pas de changement majeur dans le processus de développement des creux et des sommets. Donc on reste dans une tendance qui est prédéfinie au préalable. Et en revanche, il y a une configuration impérative des volumes. C'est très important. L'interprétation globalement d'une figure chartiste doit être validée par les volumes. C'est vraiment un indicateur prépondérant pour valider ou non la figure. En réalité, ça signifiera d'un point de vue psychologie de marché que la bagarre entre acheteurs et vendeurs a été acharnée. Si on se place dans le cas d'une cassure d'un support ou d'une résistance, elle aura d'autant plus de poids qu'elle s'effectue avec de forts volumes. La bagarre entre acheteurs et vendeurs aura été acharnée et l'un des deux camps aura pris l'ascendant sur l'autre de manière franche et donc durable. Donc bien vérifier les volumes lorsqu'on s'intéresse aux figures chartistes. Donc la première catégorie de figures de continuation à laquelle on va s'intéresser sont les triangles. Donc voilà, je vous ai expliqué en gros la principale psychologie de marché sont des phases d'attentisme. Donc les triangles représentent en fait des phases de consolidation de marché qui cherchent son sens ou se reposent avant de reprendre la tendance initiale. Donc les cours, comme vous pouvez le voir, oscillent en réalité sans avoir de réelle tendance. Oscillent entre une droite de support et une droite de résistance. Et cette oscillation témoigne de la phase d'incertitude. Donc la rupture de la borne haute dans le cas d'un triangle ascendant valide la figure et on a comme objectif le report de la bouche de la figure situé ici et on obtient ainsi le report, l'objectif du triangle ascendant. Le raisonnement est symétrique pour les triangles descendants, donc avec la phase d'incertitude matérialisée entre l'oblique baissière et la droite horizontale, droite de support horizontale. La cassure du support provoque la validation de la figure et on obtient l'objectif, qui sera dans ce cas-là un objectif statique, puisqu'on reportera la hauteur du triangle pour obtenir l'objectif de la figure. La situation pour les triangles symétriques est un petit peu différente.
Déjà parce que ces figures, les triangles symétriques, sont plus des phases où le marché cherche son sens, plutôt que vraiment des phases où le marché est dans une pause et va reprendre la tendance de fond. Donc en termes de probabilité de sortie, elle est beaucoup moins importante. Et donc ces triangles symétriques, en revanche, lorsque la sortie est effectuée, lorsqu'ils sont validés, les objectifs, ils permettent d'avoir des objectifs dynamiques, puisque à ce moment-là, on reporte la borne opposée du triangle, située ici, qui nous donne ainsi un objectif dynamique, puisqu'on créera ensuite, on aura la formation d'un canal, et qui nous permettra d'avoir la création de zones de vente et d'achat successifs. Pour les drapeaux, autres figures de continuation de tendance, d'un point de vue psychologie de marché, c'est à peu près la même chose, hein. On est là dans des phases où le marché se repose, reprend son souffle avant de reprendre la tendance initiale. Donc on a le drapeau est constitué de ce qu'on appelle un mât, qui constitue en réalité la tendance de fond. Donc pour un drapeau haussier, la tendance de fond doit être haussière. Pour un drapeau baissier, la tendance de fond doit être baissière. La phase d'incertitude est matérialisée dans un canal descendant dans le cas d'un drapeau haussier et d'un canal ascendant dans le cas d'un drapeau baissier. De la même manière que les triangles, la figure est validée en cassure du canal de consolidation et on obtient un objectif qui est représenté par la hauteur du mât. L'objectif est calculé, reportant la hauteur du mât au point de sortie, au point d'accélération. Voilà pour les drapeaux. Donc c'est grosso modo les deux figures majeures de continuation de tendance. Il en existe d'autres. Je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui, mais retenez triangle et drapeau. On va s'arrêter maintenant s'attarder maintenant sur les figures chartistes de retournement de tendance. De la même manière que les figures de continuation, la tendance doit être bien définie. Ça reste, je le répète, mais c'est très important, une condition nécessaire et indispensable. À l'inverse d'une figure chartiste de continuation, là, on essaie d'anticiper les retournements de tendance. C'est pourquoi ces figures sont assez prisées sur les marchés, puisqu'elles permettent, puisque c'est un atout précieux en réalité pour tout investisseur de se faire de prévoir un retournement de marché. En réalité, il est souvent assez facile de définir ou d'appréhender la tendance d'un marché. En revanche, arriver à anticiper une fin de tendance est souvent beaucoup plus difficile. Et c'est en ce sens que les figures chartistes de retournement sont assez prisées par les investisseurs. Confirmation impérative des volumes, ça je l'ai déjà dit, je ne me répète pas. Donc on va s'arrêter sur la figure de retournement de tendance la plus connue, qui est la figure dite en tête et épaule. Donc comme son nom l'indique, cette figure est composée de deux épaules, une épaule gauche, une épaule droite et d'une tête avec une ligne de cou qui supporte l'édifice. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail justement pour définir un petit peu la psychologie de marché qu'il y a derrière cette tête et épaule. Donc dans une première phase de marché, donc le marché suit une tendance haussière, comme on peut le voir ici, avec des acheteurs qui rachètent sur une tendance qui est matérialisée par une droite de tendance ascendante. Donc les acheteurs dans un premier temps suivent la tendance, rachètent sur la droite de support ascendante et profitent de cette tendance.
Donc les cours rebondissent sur cette ligne ascendante jusqu'à la formation d'un point haut qui se fait avec des volumes en baisse par rapport au précédent point haut. Par rapport à ce top-là est réalisé avec des volumes en baisse, en nette baisse par rapport au précédent top. On en déduit alors que le marché, en réalité, n'est pas convaincu par ce nouveau plus haut. En tout cas, qu'il y a des signes d'affaiblissement de la tendance haussière et les acheteurs commencent à perdre un peu la main, croient un peu moins en ce nouveau point haut. Donc c'est une première phase de marché. La tendance haussière n'est pas encore remise en cause, mais en tout cas, le fait que le point haut soit réalisé avec des volumes en nette baisse indique un affaiblissement de la tendance haussière. Deuxième étape de la figure, on a ensuite la cassure de la ligne de coup, de la ligne de tendance ascendante qui soutenait jusqu'à présent la tendance haussière. Donc cette cassure de cette ligne de tendance s'effectue avec de forts volumes, là en revanche du précédent point haut, et là indique clairement que deuxième étape a été franchie dans la formation de la figure et la tendance haussière est rompue. La tendance haussière est rompue, mais la figure n'est pas encore validée, puisqu'un point bas va être marqué et va permettre la formation d'une ligne de coup avant la validation finale de la figure, qui viendra simplement en cassure de cette ligne de coup. Le dernier rebond qui forme l'épaule droite est un rebond purement technique qui s'effectue dans des faibles volumes, et la cassure qui s'effectue dans de forts volumes, elle valide la figure. Voilà, donc les conditions, ça c'est pour la théorie. Après il y a les conditions, il y a quelques règles de base à suivre quand on essaye d'identifier des figures en tête et épaule sur le marché. L'une d'entre elles, la première, c'est que les deux épaules doivent être d'amplitude similaire, hein, à savoir les deux épaules donc ici et ici. Les amis ont les mêmes ennemis. Je répète, les vrais amis ont les mêmes ennemis. Il ne doit pas y avoir trop de décorrélation. Une épaule droite qui serait beaucoup plus importante que l'épaule gauche, ou à l'inverse, Les deux épaules doivent avoir grosso modo la même ampleur, la même forme. Deuxième élément, il doit y avoir un équilibre entre la tête et les épaules, en amplitude et en timing. Donc l'épaule, la tête ne doit pas être trop importante par rapport aux épaules, ne doit pas être beaucoup trop haute. Et en termes de timing, la durée entre les phases de consolidation intermédiaires doivent être assez semblables. Enfin, dernier élément, la ligne de coup, la pente de la ligne de coup qui se forme doit être modérée. À savoir si cette ligne de coup est beaucoup trop pentue, la psychologie de la tête et épaule ne sera plus respectée. Et les différentes phases, les phases de rupture de la tendance de la droite de tendance ascendante, les phases de reprise d'appui ne seront plus valides. Voilà, enfin avant-dernier élément, il y a souvent des phases qu'on appelle des phases de pullback une fois que la figure a été validée. Des phases de pullback peuvent apparaître, qui sont des reprises purement techniques sur l'ancienne ligne de coup. Ces phases de pullback qui n'apparaissent pas à chaque fois dans la figure, mais lorsqu'elles apparaissent, elles sont souvent considérées comme des zones idéales d'entrée sur le marché. Alors en l'occurrence, pour une tête et épaule qui préfigure d'un retournement baissier, ces phases de pullback sont très souvent l'occasion soit de clôturer des positions acheteuses si on est encore acheteuse sur la tendance de fond, soit à l'inverse d'initier des positions vendeuses et de jouer la figure dont l'objectif est calculé en reportant le mât de la figure, la hauteur de la figure. Voilà, pour la tête et épaule. Le raisonnement est similaire pour la tête et épaule inversée, donc qui se trouve sur le graphique du bas.
À ce moment-là, on vient d'une tendance baissière et la tête-épaule inversée préfigurera d'un retournement haussier. La psychologie est la même, sauf qu'elle est bien évidemment inversée, mais on est exactement dans la même psychologie avec une droite de tendance baissière qui doit être cassée, une ligne de coup, la formation d'une ligne de coup, des volumes, des forts volumes acheteurs en cassure de la ligne de coup. Voilà pour la tête et épaule. D'autres figures évidemment de retournement de tendance, parmi les plus connus sont les double bottom, les double top, hein, les double creux, double sommet. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ces figures. Elles participent de la même psychologie de marché que les têtes et épaules. En termes de ligne de coup qui se forment. Excusez-moi, une petite seconde. Voilà, en termes de ligne de coup qui se forment, la validité de ces figures de double creux, de double bottom. Donc, il faut que les deux sommets ou les deux creux, le deuxième sommet doit être inférieur ou égal au premier, et les deux sommets doivent avoir, il doit y avoir un équilibre entre les deux sommets, à la fois en amplitude et en timing. Il y a également la possibilité d'avoir des pullbacks, de revenir sur la ligne de coup de la figure avant de repartir à la hausse dans le cas d'une formation en double bottom. L'objectif est obtenu en reportant la hauteur du double creux et on obtient l'objectif, ici matérialisé par la ligne en rouge pointillé. Voilà, donc globalement, la psychologie est la même que sur les figures en tête-épaule qu'on a vues précédemment. Un exemple, justement, sur ce slide de tête et épaule qui a très bien fonctionné sur le CAC 40, l'indice CAC 40, donc 2007. On constate que la tête-épaule a pris quasiment une année pour se former. On voit ici l'épaule gauche, l'épaule droite et la tête qui s'est formée. La figure s'est formée durant toute l'année 2007. Donc on voit que c'est des figures qui peuvent mettre du temps à être formées et elles peuvent se former sur des horizons très larges, comme je le disais en introduction. Donc la ligne de tendance qui a été rompue, ligne de tendance haussière qui était en place depuis les points bas de 2003. Validation de la figure. Dans ce cas-là, il n'y a pas de pullback. La rupture de la ligne de coup a été très, très vive, très intense. L'objectif théorique qui se situait à cette époque sur la zone des 4570 points en reportant la hauteur de la figure. On voit d'ailleurs que cette zone des 4570 points a permis au marché de tenter de reprendre une dynamique haussière avant finalement de s'effondrer et de reprendre une vraie dynamique baissière. Mais le niveau des 4570 points, cible objectif théorique de la figure, a été noté par le marché. Voilà, donc il existe tout un éventail, comme je le disais au départ, de figures. On a vu les principales, aussi bien pour les figures de continuation, que ce soit en drapeau, en triangle, ou les figures de retournement de tendance. Donc on a vu les têtes et épaules, et à l'instant les doubles creux, double sommet. Il y a d'autres figures qui existent, donc je voulais juste vous montrer sur ce slide les autres possibilités de figures qu'on peut voir également assez couramment. Les diamants, qui sont des figures assez intéressantes. Sur cet exemple, c'est un graphique d'une action de Schneider Electric en l'occurrence. Donc la formation d'un diamant qui est en réalité deux triangles mis dos à dos. La validation de la figure de la même manière qu'une tête-épaule en termes de volume de validation. Là, il n'y a pas de ligne de coup, mais la validation de la figure se fait lorsqu'on casse la borne basse du deuxième triangle, si je puis m'exprimer ainsi, qui forme le diamant. Dans ce cas précis, il y a eu la formation d'un pullback où les cours sont revenus tester
la zone de résistance avant de prendre le chemin de la baisse suite à la validation de cette figure. Donc retournement de tendance baissier avec un objectif qui est calculé dans le cas d'un diamant de la même manière que sur une tête-épaule en reportant la hauteur de la figure au point de sortie de la figure. Donc on obtenait un objectif minimum donc à l'époque sur le graphique autour des 44 €. On voit ensuite que les cours sont engagés dans une tendance baissière et on voit ensuite la formation dans la foulée d'une figure d'essoufflement de la tendance baissière qui se forme dit en biseau, qui sont aussi des figures qui sont très présentes sur les marchés. Donc là on voit la formation d'un biseau descendant ici qui montre tout simplement une phase d'essoufflement du marché avec la validation de la figure au point de sortie et un objectif minimum du biseau qui est tout simplement le point haut de formation du biseau ici autour des 47,40. Donc on voit un enchaînement de figures dans cet exemple, diamant avec un objectif qui est atteint. Une fois que l'objectif du diamant a été atteint, on rentre dans une phase d'essoufflement de la tendance baissière, phase d'essoufflement qui prend la forme d'un biseau descendant dont la validation entraîne un rebond technique sur l'objectif des 47,40. Voilà donc pour le chapitre concernant les figures chartistes. Donc abordons maintenant la partie consacrée aux indicateurs techniques qui viennent compléter l'analyse graphique traditionnelle et qui se définissent généralement comme une dérivée des cours dans à peu près tous les cas. Donc on observe deux types d'indicateurs différents. On peut différencier de deux sortes d'indicateurs, les indicateurs de tendance qui permettent eux de mesurer la puissance potentielle de la tendance en cours. Donc là on est typiquement dans les moyennes mobiles et donc ce type d'indicateur est adapté aux marchés qui ont une tendance bien définie, haussière ou baissière. Et le deuxième type d'indicateurs, les oscillateurs, qui eux sont adaptés aux marchés qui évoluent sans tendance ou qui connaissent des grandes oscillations erratiques. Ils permettront alors de trouver des extrémums et des minimums de marché dans des marchés sans tendance. Et ils permettent également et surtout d'identifier les zones de surachat et de survente sur le marché. C'est-à-dire en gros les excès à la hausse ou à la baisse lorsque les marchés évoluent en tendance. Ils permettront grâce à cette notion de surachat et de survente d'identifier des phases d'excès, de hausse ou de baisse et donc des corrections possibles du marché. Également grâce à la notion de divergence qui est une autre notion très importante liée aux oscillateurs et qui permettent d'identifier des essoufflements de tendance, voire des retournements de tendance grâce à cette notion de divergence. Le chartiste sur indicateur est également très utile pour anticiper des retournements à la hausse ou à la baisse. On va revenir sur ces différents éléments. Donc premier type d'indicateur, les indicateurs de tendance, donc typiquement c'est ce que je disais, les moyennes mobiles, qui peut se définir donc comme une moyenne établie sur un intervalle de temps glissant, qui peut être variable. Donc l'avantage premier, l'avantage essentiel des moyennes mobiles, c'est premièrement d'éviter de se retrouver à contre-tendance dans des marchés directionnels forts. On voit par exemple dans l'exemple sur le graphique que vous avez une tendance qui est clairement baissière et deux moyennes mobiles. Donc ici en rouge une moyenne mobile à 20 jours. Une moyenne mobile simple à 20 jours et en bleu une moyenne mobile simple à 50 jours. Donc on voit très bien que dans une tendance baissière, une simple moyenne mobile à 20 jours permet d'éviter de se retrouver à contre-tendance dans le marché. La moyenne mobile est baissière, les cours évoluent sous cette moyenne mobile pendant toute la phase de baisse. Donc il n'y a aucune raison d'anticiper un retournement de tendance tant que cette moyenne mobile à 20 jours n'est pas franchie. Donc voilà, premier avantage des moyennes mobiles, éviter de se retrouver piégé et à contre-tendance lorsque le directionnel est fort. Et elles permettent également de jouer des retournements de tendance. Typiquement ici, lorsque la moyenne mobile est cassée,
elle faisait office de stop glissant à la baisse. Et lorsque cette moyenne mobile est franchie, on peut s'en servir comme point d'accélération et comme signal d'achat avec un objectif qui peut être par exemple situé, pas obligatoirement, mais ça peut être une possibilité sur une autre moyenne mobile, par exemple dans ce cas-là, une moyenne mobile à 50 jours. Donc elle peut également, une simple moyenne mobile peut générer des signaux d'achat. Donc elle peut à la fois on peut à la fois s'en servir comme stop de protection si on est orienté à la baisse, si on est vendeur sur le marché pendant toute cette période. On constate que tant que les cours sont sous la moyenne mobile, il n'y a aucune raison d'intervenir. En revanche, lorsque cette moyenne mobile est cassée, le stop est activé et à l'inverse, on peut initier des positions acheteuses dans cet exemple pour aller chercher des objectifs ici, la moyenne mobile à 50 jours. Autre élément très couramment regardé sur les moyennes mobiles, c'est l'utilisation donc via 2 ou 3 moyennes mobiles. En général, dans cet exemple, on parlera de 2 moyennes mobiles, donc en utilisant des croisements haussiers ou des croisements baissiers de moyennes mobiles de différentes périodes. Donc dans cet exemple, on retrouve les mêmes moyennes mobiles que dans le graphique précédent, moyenne mobile à 20 jours simple et à 50 jours. Et on se rend compte que lorsque les marchés ont des directionnels forts, les croisements de moyenne mobile permettent également de délivrer des signaux de retournement de marché et d'éviter de se retrouver à contre-tendance dans des marchés directionnels forts. Là, on se rend compte qu'un simple croisement de moyenne mobile, donc sur ce niveau actuellement où est le pointeur, sur le niveau de retournement à l'achat, le croisement haussier effectué à ce niveau-là, et le dernier croisement baissier, quand les marchés évoluent en tendance, de simples croisements de moyenne mobile peuvent permettre de capter un maximum de la tendance. Voilà pour les moyennes mobiles. Pour les oscillateurs, donc l'un des avantages, comme je le disais, est leur capacité à dénoter des tensions sur le marché, des tensions existantes sur le marché, donc via la notion de surachat survente. Donc lorsque le marché a beaucoup monté, sans connaître de phase de consolidation, il va très vite devenir suracheté. Donc la lecture est simple, tout excès dans la bande supérieure ou inférieure marque en fait des tensions que le marché ne tardera pas à corriger. Donc dans cet exemple d'un RSI, la zone de surachat est comprise entre 70 et 100, RSI qui est un indicateur borné, j'y reviendrai juste après. La zone de survente inférieure à 30, comprise entre 0 et 30. Donc phase de surachat, le marché est en excès, il y a des tensions à l'achat, une phase de consolidation est attendue. À l'inverse, dans les zones de survente, peuvent délivrer des phases de consolidation de marché. Alors ces zones que j'évoque, que je viens d'évoquer, les 70, 100, 0,30 sur le RSI peuvent varier en fonction des indicateurs choisis. Donc très important, les indicateurs qui permettent, lorsqu'ils évoluent dans des zones excessives, au-delà de zones, ce qu'on appelle des zones de surachat ou de survente, ce sont des signaux d'alerte qui nous alertent que la tendance en cours est en train de s'essouffler et qu'une correction peut intervenir. Autre élément qui est très intéressant à utiliser sur les indicateurs, c'est le chartiste sur indicateur. Donc de la même manière que on peut tracer des droites de tendance sur les cours, donc là nous avons un graphique sur des cours et un graphique, l'équivalent sur l'indicateur. On voit qu'on peut, de la même manière, donc je disais qu'on peut tracer des droites de tendance sur des cours. Ces mêmes droites de tendance peuvent être généralement tracées sur les indicateurs. En revanche, l'indicateur fonctionnant comme une dérivée des cours, très souvent va être capable de délivrer des signaux d'alerte anticipés. Donc dans ce cas-là, on voit très bien que la cassure de la tendance s'opère avant sur l'indicateur par rapport au cours. Donc c'est un autre élément très important à utiliser sur les indicateurs. Ce sont les signaux anticipés d'achat ou de vente.
La divergence, notion de divergence, je l'évoquais au début, qui est une notion très puissante et qui permet d'identifier les essoufflements de marché, les retournements de marché. Elles sont très prisées parce que, comme je le disais, de la même manière qu'une figure en tête-épaule, comme on l'a vu, est une figure de retournement de tendance, tous les éléments qui permettent d'identifier des essoufflements de tendance ou des retournements de tendance sont souvent très prisés sur les marchés et donc très regardés. Donc les divergences sont des outils très puissants qu'il faut manier avec prudence, qu'il faut éviter de trop anticiper. Mais ce sont des outils à vraiment regarder avec attention. Donc qu'est-ce qu'une divergence? Une divergence s'opère, donc vous avez de la même manière que sur le graphique précédent, un graphique sur les cours, un graphique sur l'indicateur. Donc on dira qu'une divergence s'est formée lorsque les cours effectuent de nouveaux plus hauts. Là on voit que les cours effectuent un nouveau plus haut ici, effectuent un autre nouveau plus haut ici, alors que l'indicateur effectue également un nouveau plus haut à ce niveau-là, mais ne parviennent pas à réaliser un nouveau plus haut ici, alors que les cours, eux, étaient parvenus à réaliser un nouveau plus haut. Donc c'est cette divergence, justement, le fait que l'indicateur ne suive pas l'évolution des cours sur la dernière accélération haussière, marque la formation d'une divergence baissière dans ce cas-là. Une divergence est... Alors une divergence, comme je disais, doit être utilisée avec prudence. Il faut éviter de trop anticiper la validation d'une divergence. On peut par exemple attendre la cassure d'un support, comme sur cet exemple, ou le retournement d'une moyenne mobile, ou tout autre élément qui permet de valider la validation de la divergence. Les oscillateurs, on va parler des deux principaux, le RSI et le MACD, donc après tout ce qu'on vient de voir. Donc l'oscillateur le plus utilisé, c'est le RSI, tout simplement. Donc je vous passerai ici les détails de la formule. Il permet, donc, comme je l'expliquais précédemment, de détecter les essoufflements sur les marchés. C'est un indicateur donc, qui a été développé par Wilder à la fin des années 70. Sa formule est basée sur la base des moyennes de hausse et de baisse des cours. Et il permet donc d'identifier des tensions existantes sur le marché. On va prendre juste l'exemple, dans l'exemple qui est sur la gauche, vous voyez l'évolution des cours qui évolue dans une tendance baissière, coiffée par une ligne de tendance baissière. Le RSI, l'indicateur RSI, lui-même évolue sous une oblique baissière. En revanche, on retrouve donc les notions que j'ai évoquées précédemment sur le chartiste sur indicateur et à la fois sur la notion de divergence. On voit très bien ici que l'indicateur RSI s'est affranchi de son oblique baissière bien avant les cours. Bien avant les cours qui casseront l'oblique baissière bien plus tard. Donc c'est ce que j'expliquais précédemment, le chartiste sur indicateur peut permettre de délivrer des signaux d'achat ou de vente avancés par rapport à l'évolution des cours. Dans ce même exemple, on constate que les cours, que le RSI avait posté une divergence haussière, donc avec des cours qui était venu faire des nouveaux plus bas. Donc là on a un nouveau plus bas sur le cours, un nouveau plus bas sur le RSI. Ici nouveau plus bas sur les cours, mais pas de nouveau plus bas sur le RSI. Le premier pic s'est fait dans une zone de survente. Le deuxième également. On est dans une situation de divergence haussière. Autre signal très intéressant délivré par le RSI. Donc deux signaux d'achat consécutifs, divergence haussière, cassure de trendline, avant d'avoir le signal validé sur les cours.
C'est ça qui est très intéressant. Voilà, donc cet indicateur, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est borné entre 0 et 100. Hein. Donc voilà, avec des zones de surachat qui sont au-delà de 70, de survente en dessous de 30. Autre indicateur, le MACD. Le MACD, donc c'est un oscillateur de moyenne mobile exponentielle. Il repose, excusez-moi, sur les divergences et convergences de moyenne mobile, en fait. Alors à l'inverse du RSI, c'est un indicateur qui est non borné, c'est-à-dire qu'il peut prendre en fait toutes les valeurs possibles. Il a été mis au point par Gérald Appel et il est construit donc sur cette différence entre deux moyennes mobiles exponentielles et qui sont calculées sur les cours de clôture. C'est important aussi à bien avoir en tête. Donc l'intérêt premier, c'est de mettre en évidence les tendances du marché et d'éviter de se retrouver à contre-tendance dans un marché directionnel fort. Typiquement, ici, on notera le marché se retourne à la baisse, tendance baissière sur le marché, validée par le MACD qui passe en territoire négatif. Donc, tant que le MACD est en territoire négatif, la pression baissière demeure. C'est donc un bon indicateur de tendance. Et ce qu'il faut noter, ce qui est également très intéressant par rapport à l'utilisation des moyennes mobiles simples, l'avantage d'utiliser un MACD, c'est que sa construction, justement, basée sur les moyennes mobiles exponentielles, permet en fait d'atténuer les retards qui sont obtenus avec des moyennes mobiles simples. On voit ici, par exemple, toujours dans cet exemple, que le MACD repasse en territoire positif sur à ce moment-là, qui correspond à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire bien plus tôt que le croisement des moyennes mobiles. Si on jouait le croisement des moyennes mobiles 20-50 sur ce même graphique, on avait un signal anticipé du MACD par rapport aux moyennes mobiles. Il permet en fait, le MACD, d'atténuer le phénomène de retard et de lag qui est lié aux moyennes mobiles en général. Et on retrouve enfin la même notion de divergence qui était présente également sur le RSI. On retrouve cette même notion de divergence, donc d'essoufflement de marché, qui est aussi présent qui peut être présent sur les indicateurs MACD. Donc on voit toujours dans la même configuration que tout à l'heure, donc un point bas de marché qui touche un point bas également sur l'indicateur, mais un deuxième point bas de marché où l'indicateur ne parvient pas à réaliser de nouveau point bas, signe d'un essoufflement de marché. Voilà concernant la partie concernant les indicateurs. Donc abordons maintenant le chapitre consacré au chandelier japonais. Donc comme je vous le disais en début de présentation, cette composante de l'analyse technique est assez importante et très intéressante à étudier. Donc les chandeliers japonais, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité un type de graphique utilisé donc en analyse technique pour représenter les variations d'un cours. À l'origine, si on revient un petit peu à l'origine des chandeliers japonais, c'est en fait un modèle d'analyse technique qui a été mis au point au XVIIe siècle par les Japonais pour prédire en fait l'évolution des contrats sur le riz au début, puisque le riz constituait la première denrée alimentaire de l'époque. Et c'est d'ailleurs là que le premier marché à terme au monde a été créé à cette époque-là, au XVIIe siècle au Japon. Donc c'est vraiment eux qui ont développé cette composante de l'analyse chartiste. Et cet outil en fait a été développé par la suite et popularisé surtout par Steve Nissen, qui est un ancien analyste technique et qui a fait en fait une recherche exhaustive sur toutes les figures qui existaient, parce qu'il en existe vraiment de très nombreuses. Et il les a popularisées, puisqu'elles étaient jusqu'au début des années 90 vraiment inconnues et connues simplement par les Japonais. Donc cette représentation, cette manière de représenter l'évolution d'un cours possède de nombreux avantages. Elle permet notamment d'apprécier en un instant le directionnel de la journée.
donc c'est l'un des avantages majeurs des chandeliers japonais. Elle permet en quelque sorte de mieux cerner la psychologie des opérateurs, et surtout en ce qui concerne le combat acheteur-vendeur, qui constitue finalement la base de la psychologie des marchés. Et donc en ce sens, elle constitue vraiment un très bon complément à l'analyse chartiste traditionnelle. Elle permet, grâce à la formation de figures, d'affiner des points d'entrée et des points de sortie sur le marché. C'est en ça également que ces configurations sont très recherchées et très regardées. Donc voilà, l'intérêt, on va en voir quelques exemples juste après pour mieux comprendre. En revanche, on peut d'ores et déjà donner juste simplement peut-être 2 inconvénients majeurs aux bougies japonaises. C'est qu'elles ne permettent pas de déterminer des objectifs de cours. On ne peut pas tout leur demander non plus, mais elles ne permettent pas ça, de déterminer des objectifs de cours. Elles permettent en revanche d'affiner, comme je disais, les points d'entrée et les points de sortie sur le marché avec vraiment beaucoup d'exactitude. Et puis peut-être le deuxième inconvénient, alors bon, qui n'en est peut-être pas un, mais c'est qu'effectivement c'est une discipline, c'est une composante très vaste, et il existe un nombre de configurations en bougie japonaise qui est très grand, et donc pour cela la maîtrise de cet outil en fait nécessite du temps. Donc de quoi est constituée une bougie japonaise? Alors on retrouve dans une bougie 2 choses: le corps de la bougie, ce qu'on appelle le corps de la bougie, qui représente l'écart en fait entre le cours d'ouverture et le cours de clôture sur l'horizon temporel choisi pour la bougie. Ça peut être un horizon intraday, ça peut être une bougie qui simplement représente une évolution des cours de 30 minutes, admettons, mais ça peut représenter l'évolution de cours sur une journée, sur une semaine, sur un mois. Là, tout dépend du choix de l'horizon temporel choisi, mais dans tous les cas de figure, le corps va représenter cet écart entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Généralement, lorsque le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture, la bougie sera généralement représentée en blanc, et lorsque le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture, la bougie sera représentée en noir, pour bien différencier les séances, les évolutions à la hausse ou les évolutions à la baisse. Il existe des variantes entre le noir et le blanc et le noir, et ça peut être du vert et du rouge, par exemple. Mais l'idée reste la même. Donc la bougie est représentée par son corps, l'écart entre le cours d'ouverture et le cours de clôture, et les ombres, c'est-à-dire l'ombre supérieure et l'ombre inférieure, qui représentent en fait les minimums et les extrémums sur l'horizon temporel choisi. Donc, on peut voir ici le plus haut, le cours le plus haut, donc qui correspond donc à ce qu'on appelle l'ombre, la mèche, à la baisse, le cours le plus bas, et le corps, qui est représenté donc par la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture de la journée. Voilà comment sont constituées les bougies japonaises. À partir de là, différentes formations, différentes configurations sont possibles. Donc on va en évoquer simplement quelques-unes pour vous montrer un petit peu comment ça marche, mais il en existe vraiment énormément, et donc il est intéressant de s'attarder un petit peu là-dessus. Donc une des premières configurations possibles, c'est ce qu'on appelle le doji. Alors le doji, qu'est-ce que c'est? C'est une configuration spéciale où en fait le cours d'ouverture est identique au cours de clôture. Donc comme vous pouvez le voir, le corps en fait sur la bougie n'existe pas, est représenté simplement par un trait, puisque tout simplement le cours d'ouverture est le même que le cours de clôture. Alors comment est-ce qu'on l'interprète? Tout simplement, c'est une plage temporelle durant laquelle les haussiers et les baissiers se sont livrés finalement à un combat au terme duquel il n'y a pas eu de vainqueur. Donc c'est match nul en quelque sorte, et généralement cette figure témoigne d'un essoufflement de la tendance en cours. Quelle que soit la tendance actuelle, lorsque une figure en doji apparaît au terme d'une tendance haussière, elle indique un essoufflement de cette tendance haussière. Lorsqu'elle apparaît au terme d'une tendance baissière, elle indique également un essoufflement de la tendance baissière. Donc c'est en ce sens que cette figure est intéressante. Elle est souvent incluse dans des figures plus complexes. C'est également bon à noter. Autre figure possible et assez fréquente,
et assez très utilisé. Les étoiles du matin, les étoiles du soir. Donc si on s'arrête à l'étoile du matin, donc la figure que vous avez là, elle est composée de 3 bougies. 3 bougies, une bougie noire, fortement baissière, comme vous pouvez le voir, c'est celle-ci, suivie d'une bougie blanche qui ouvrira en dessous de la clôture de la veille et qui clôturera également en dessous de la clôture de la veille. C'est très important. Et enfin une 3e bougie blanche, celle-ci, qui elle ouvrira au-dessus de la clôture de la précédente séance et clôturera en forte hausse. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une configuration en étoile du matin. Les ombres ne sont pas prises en compte pour cette figure et elle traduit un essoufflement de la tendance baissière lorsqu'il s'agit d'une étoile du matin. Et les signaux d'achat sont donnés lorsque on a la validation à la clôture de la 3e bougie simplement. Donc là, lorsque la bougie clôture à cet endroit-là, on a le signal d'achat qui est donné sur le retournement de tendance. Cette figure, donc là, c'est une étoile du matin, étoile du soir, c'est le contraire. Elle indique un retournement de tendance baissière. L'avalement, qui est également une figure classique que l'on voit assez régulièrement et qui est très intéressante et très utile à jouer sur les marchés boursiers. Donc l'avalement, de quoi il est constitué? Il est constitué donc de 2 bougies de couleur opposée, une bougie noire, celle-ci, qui est suivie d'une bougie blanche qui ouvrira en dessous de la clôture de la veille. Vous voyez qu'ici, elle ouvre en dessous de la clôture ici de la veille et qui clôturera ici en dessus de l'ouverture de la précédente séance. Donc en dessous de l'ouverture ici de la précédente séance. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est également un signal haussier. Le signal haussier sera délivré à partir du moment où on a la clôture ici. Donc le signal haussier sera donné dès l'ouverture de la séance précédente. Mais pour expliquer un peu effectivement qu'est-ce qui se passe, comme toujours, il y a toujours une psychologie derrière. En fait, cette figure indique simplement que les meilleurs vendeurs à découvert de la séance précédente, c'est-à-dire ceux qui se sont portés à un vendeur à découvert dès l'ouverture de la séance précédente, sont perdants et qu'ils tenteront du coup au cours de la prochaine séance de défaire leur position, ce qui provoquera une accélération haussière du titre amplifiée par l'arrivée de nouveaux acheteurs. Donc voilà, derrière ces figures un petit peu techniques ou un petit peu abstraites, je dirais, il y a vraiment une psychologie, une bagarre entre acheteurs et vendeurs, et toutes ces figures en chandelier japonais témoignent vraiment de cette bagarre entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà, donc on trouve vraiment un nombre très important de figures. Je vais pas m'attarder, là on trouve encore des configurations en marteau inversé, en pendu. Il est important de bien comprendre, simplement, comme je le disais, qu'elles correspondent toutes à une psychologie de marché, haussière ou baissière, et qui fait à chaque fois intervenir la confrontation entre acheteurs et vendeurs. Mais voilà, donc combiner les outils est essentiel lorsqu'on veut prendre une décision d'achat ou de vente sur le marché. Donc comme je l'ai expliqué déjà un petit peu auparavant, tous les signaux d'achat ou de vente seront d'autant plus pertinents qu'ils résultent d'une combinaison d'outils techniques. Donc tout ce qu'on a passé en vue d'ici là, les figures graphiques, tête-épaule, double top, double bottom, biseau, etc. Associés aux indicateurs techniques, également associés au chandelier japonais. La combinaison de ces outils permet d'affiner, de conforter son point de vue et d'affiner les points d'entrée et les points de sortie sur le marché. Donc effectivement, ça permettra, ça évitera les déconvenus, ça évitera les faux signaux qu'on pourrait avoir en utilisant qu'un seul indicateur, une divergence par exemple, mais qu'on anticipe un peu trop, qui n'est pas confirmée par une rupture de trendline sur les cours par exemple, ou des tas d'autres exemples. Ça permet d'optimiser le timing, ce que je vous disais, point d'entrée, point de sortie, via les figures, via les chandeliers.
et améliorer également la détermination des objectifs avec les calculs d'objectifs d'une figure par exemple que n'apportent pas les chandeliers japonais pris seuls. Donc vraiment essayer de prendre le meilleur de chaque outil pour en combinant tous ces outils se faire une opinion de marché la plus proche de la réalité possible et celle qui nous permettra d'avoir la meilleure anticipation de marché. Donc quelques conseils comme ça sur la combinaison d'outils. Il est souvent conseillé de compléter, de regarder différentes échéances temporelles, différentes unités de temps lorsqu'on cherche à affiner un signal d'entrée ou de sortie sur le marché. À savoir qu'on part forcément toujours du plus large, c'est-à-dire une vue qui peut être une vue à 2-3 mois pour affiner le signal sur des unités de temps très faibles, pour affiner le signal d'entrée ou le signal de sortie. Et bien évidemment, pour chaque signal donné, la signification du signal sera d'autant plus forte que l'unité de temps est grande. Ce que j'expliquais un petit peu au début, rappelez-vous sur l'exemple du CAC 40 et des 2500 points, un niveau comme ça clé qui est un niveau de long terme aura évidemment en cas de cassure beaucoup plus de signification qu'un niveau de court terme qui n'est valable que depuis quelques jours ou quelques semaines. Voilà pour la combinaison d'outils. On peut prendre simplement un exemple pour terminer qui symbolise un petit peu cette combinaison d'outils pour vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc on a ici une valeur, donc sur le graphique, ce graphique là de gauche, c'est un graphique journalier, donc chaque barre représente une journée de cotation, alors que sur ce graphique là à droite, on a un graphique hebdomadaire où chaque barre va représenter une semaine de cotation, donc vous voyez des unités de temps différentes. Et donc c'est en combinant ces différentes unités de temps qu'on va pouvoir affiner les signaux. Donc on observe sur l'unité de temps la plus grande, c'est-à-dire l'unité de temps hebdomadaire, qu'on a un signal sur les chandeliers japonais de retournement haussier, dit en arami haussier, une figure que je n'ai pas développée, mais c'est une figure de retournement haussier. Donc premier signal sur un horizon hebdomadaire qui est affiché sur les points bas à ce niveau-là. Et sur un horizon daily, qu'est-ce qu'on observe? Plusieurs signaux d'essoufflement. Tout d'abord, l'apparition d'un doji sur les points bas. Donc le doji, ce que je vous expliquais tout à l'heure, essoufflement de la tendance, en l'occurrence une tendance baissière, donc essoufflement de la tendance baissière à l'apparition du doji. Ce doji est complété par la formation d'une tête-épaule. Épaule. Tête, épaule. Et enfin, dernier signal sur l'indicateur, ici un RSI, une divergence haussière s'est formée sur les points bas. On voit qu'ici, le point bas sur l'indicateur ne parvient pas à réaliser un point bas alors que les cours avaient réalisé un point bas sur la dernière accélération baissière. Divergence sur l'indicateur qui confirme le signal haussier. Et c'est la combinaison de ces signaux, sur un horizon journalier combiné à un horizon hebdomadaire qui nous permet d'avoir plus de certitude sur le retournement en cours du marché et donc de permettre de jouer des retournements avec plus de précision. Voilà pour les signaux combinés. Simplement l'explication de ce que je viens de vous dire avec l'apparition du doji, le signal d'incertitude, la formation, la divergence sur le RSI, on a vu la formation de la tête-épaule et le franchissement de la ligne de coup de la tête-épaule qui donne le signal d'achat. Sur un horizon hebdomadaire, le harami haussier qui confirme l'essoufflement de la tendance. Voilà, donc l'analyse technique sert à beaucoup de choses. J'espère que vous en avez pu en voir un petit peu aujourd'hui. Elle sert notamment à gérer ses positions, maîtriser ses risques, affiner ses signaux d'intervention, optimiser ses timings d'intervention, comme on vient de le voir, sur des figures précises qui sont validées. Voilà, déceler les meilleures opportunités d'investissement et gagner de l'argent, quelle que soit la tendance. C'est aussi une des grandes forces de l'analyse technique, qui est aussi pertinente lorsque les marchés sont haussiers que lorsque les marchés sont baissiers. Et ça, c'est également une de ses grandes forces.
Voilà, donc tous ces points seront développés dans les webinaires, dans nos webinaires de niveau supérieur. Donc voilà, j'espère que cette formation vous aura donné envie d'en connaître davantage sur cette discipline, qui est donc bien évidemment beaucoup plus vaste et complexe que ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais en tout cas, maîtriser l'analyse technique semble, quand on investit en bourse, c'est quasiment une question de survie. Donc c'est vraiment indispensable d'avoir au moins les premières bases et ensuite d'approfondir un peu sa culture en analyse technique. Et voilà, donc tous ces thèmes seront développés dans nos webinaires de niveau supérieur. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Et merci à tous et à bientôt.